Alors là, c'est l'OCT A et l'OCT en face, oui, parce que il n'y a pas que le flux. Il n'y a pas que le flux effectivement dans le syndrome des taches blanches. Donc, merci Florence pour cette invitation. Je suis très heureuse de vous parler de l'OCT en face dans les taches blanches. Et je vais poursuivre un petit peu le topo qu'a commencé Raphaël avec ces très jolis cas. Tout d'abord avec la toxoplasmose, donc pour vous présenter des cas un petit peu plus typiques, notamment sans néovaisseau. De cette patiente de 30 ans qui présente, comme vous pouvez le voir, une baisse d'acuité visuelle brutale et qui en fait a ici une lésion atrophique ancienne, avec ici on peut voir une zone hyper autofluorescente autour d'une zone un peu plus grisâtre et moins noire. Donc l'angiographie à la fluorescéine nous montre donc l'imprégnation de la lésion ancienne atrophique, et ici on voit un phénomène de diffusion sur les bords d'une cicatrice ancienne et également à ce niveau-là. Sur l'ICG, on voit bien l'aspect de la cicatrice ancienne qui est comparée aux nouveaux foyers qui ont des bords beaucoup plus flous et qui nous montrent le fait que ce soit des lésions plus récentes. Sur l'OCT B-scan, on peut voir donc, le foyer qui prend toutes les couches de la rétine, associé à une augmentation de l'épaisseur choroïdienne. Et puis là, ça passe donc par le foyer ancien. On voit ici la fibrose et l'atrophie. Donc l'OCT angiographie passant par la choriocapillaire montre très bien en fait une disparition donc partielle à ce niveau-là, correspondant à la zone du foyer de la vascularisation dans la choriocapillaire. Donc, dans la choroïde, on voit également l'aspect d'hyposignal, correspondant également au foyer. Dans le plexus profond, on voit des petites altérations, mais qui sont minimes. Et par contre, dans le plexus superficiel, il y a une atteinte un peu plus importante, une diminution du flux dans le plexus superficiel un peu plus prononcée. Donc, je voulais montrer un peu la série, la très jolie série analysée par Catherine Fava sur les foyers de toxoplasmose. Donc, elle a, je ne sais plus où j'en suis là. Elle a étudié l'OCT angiographie dans les foyers. Donc, elle a remarqué que en fait, l'atteinte dans les plexus capillaires était plus importante au niveau du plexus superficiel que dans le plexus profond. Et par contre, le flux était beaucoup plus diminué dans la choroïde par rapport à la choriocapillaire. Après traitement, il y a une restitution partielle des plexus superficiels, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'était avant traitement, après. On voit qu'ils réapparaissent. Alors, on ne peut pas vraiment dire si c'est une reperfusion ou si c'est une disparition du masquage. C'est difficile d'interpréter véritablement ces images. Pareil, dans le plexus profond, on a une réapparition après traitement des vaisseaux. Dans la choriocapillaire également, on peut voir ici les vaisseaux réapparaître, et également dans la choroïde. Donc voilà, c'est ces résultats. Donc dans de la toxoplasmose, l'angio-OCT a un intérêt pour analyser les capillaires de la rétine et de la choroïde. Ça nous permet également de mieux comprendre la physiopathologie de la maladie. On voit bien les atteintes à la fois rétiniennes et choroïdiennes, mais par contre, il faut analyser ces images avec parcimonie, parce qu'on ne sait pas véritablement s'il y a une diminution du flux ou si ce n'est pas un masquage finalement du foyer. Donc, je vais vous montrer maintenant les images dans le syndrome des taches blanches évanescentes ou MUDES. Donc c'est un patient qui présente donc des
images, donc des taches hyper autofluorescentes qui apparaissent presque pas en angiographie à la fluorescine et qui se voient très bien sur l'ICG au temps tardif. Voilà, donc voilà, je voulais vous montrer, donc après bleaching, donc les taches hyper autofluorescentes disparaissent. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? On respire. Oui, ouais, bien sûr. Alors, en fait, il y a un effet, quand on bleach la rétine, on va désactiver les photorécepteurs et donc on va faire disparaître voilà. Donc en fait, les taches, ça prouve que les taches hyper autofluorescentes correspondent en fait à un défect des photorécepteurs. Et le fait de bleacher ceux qui sont autour et qui sont sains, ça nous permet de désactiver et de faire disparaître toute la... Comment tu bleaches? C'était ça la question. Ah oui, pardon. En fait, techniquement, pardon. Oui, donc en fait, il faut mettre il faut laisser longtemps la lumière bleue, un certain temps, jusqu'à ce qu'on voit la disparition des taches. Voilà. En fait, on additionne, on additionne les images. Tu fais plusieurs clichés, en fait, il par faut exemple faire là ici d'autofluo. Voilà, d'autofluo, mais vraiment en laissant longtemps l'addition, les frames s'additionner jusqu'à ce qu'on ne voit plus les taches. Et ça marche que justement quand il y a quand il y a des dépôts, ça ne fait pas disparaître les taches. Quand il y a des taches, ça les fait disparaître. Quand il y a des taches qui sont liées à un déficit des photorécepteurs, donc par effet fenêtre, ça va les faire disparaître parce que ça va désactiver les autres. En fait, on va saturer les photorécepteurs et donc ça fait comme une grande tache, comme si tout était au même niveau. Donc ça les fait disparaître. Par contre, quand il y a des hyper autofluorescentes liées à des dépôts, ça les fait pas disparaître au bleaching. Le bleaching est surtout bien visible quand on a un objectif de 25-30 degrés, puis qu'on prend à 50 degrés après. Oui. Et alors à ce moment-là, on voit très très bien la frontière entre les photorécepteurs saturés et les photorécepteurs non saturés. Oui, tout à fait. Donc ça met en évidence le bleaching de façon... Oui, c'est vrai, parce que là, en plus, on voit le carré là, qui correspond au bleaching qu'on a fait en 30 degrés. En 30 degrés. Mais on peut le faire aussi sans passer par le 30 degrés. Donc voilà ce patient, donc, il avait un épaississement de la choroïde, une disruption de la zone ellipsoïde. Sur l'OCT en face, c'est intéressant de voir l'atteinte donc de cette couche qui normalement est hyper réflective, la zone ellipsoïde, et qui là présente des grosses zones d'hyporéflectivité correspondant à la perte des photorécepteurs. Et ces images sont parfaitement superposables avec les images en ICG. Donc cette patiente a récupéré une acuité visuelle à 10 dixièmes après 3 mois. On voit une restitution quasi intégrale de la ligne des photorécepteurs et une disparition des taches super autofluorescentes. Également, on voit la restitution de la zone ellipsoïde sur l'OCT en face. Un autre patient, on voit progressivement, au départ à J0, on voit la patiente qui a des taches hyper autofluorescentes qui s'étendent à J7 et puis à 1 mois et demi qui disparaissent. Et donc là, l'OCT en face passant par la zone ellipsoïde nous montre bien donc, ces zones hyporéflectives qui s'étendent à J7 et puis qui s'améliorent à 3 semaines et encore à 1 mois et demi. Donc il y a une restitution progressive de... Il y a des variations de l'acuité visuelle associées? Oui, il y a des variations. Une amélioration de l'acuité visuelle associée? Oui, il y a une amélioration. Là, je ne l'ai pas noté, mais oui, il y a une amélioration. Donc ça, c'était juste pour vous montrer, c'est un autre cas de Muse typique qui, donc là, on a regardé quand même la choreo capillaire et on peut voir que en fait, la choreo capillaire, elle est parfaite. Et donc, ça laisse à penser qu'il n'y a pas d'atteinte de la choreo capillaire dans le Muse. En tout cas, il y a un épaississement, mais il n'y a pas de diminution du flux observé. Donc, je voulais vous montrer juste le cas d'un Muse un peu atypique d'un homme. Donc, déjà, un homme, c'est un peu atypique, 59 ans, qui a une baisse d'acuité visuelle bilatérale, qui a pris des corticoïdes oraux pour des cervicalgies 2 semaines avant.
Donc on voit des taches, bon, là c'est pas très bien visible, mais on voit des taches blanches ici, plus autour du nerf optique. L'OCT nous montre la disruption de l'ellipsoïde aux deux yeux avec l'épaississement de la choroïde. L'en-face nous montre également cette hyporéflectivité, l'hyporéflectivité de cette couche. Des petits points dans la nucléaire externe. Donc on voit sur l'autofluorescence donc la présence de taches hyper-autofluorescentes bilatérales et qui s'imprègnent donc sur les temps tardifs de l'angiographie à la fluorescéine et qui correspondent probablement donc à un effet fenêtre, un peu comme le bleaching justement. Alors, donc à l'ICG, on voit donc des taches hypocyanescentes qui sont entourées par des petites taches hypocyanescentes qui sont entourées par des zones un peu plus diffuses. Et pareil sur l'œil gauche. Donc, nous, on a pensé au départ que c'était un myope bilatéral. Et on l'a revu 15 jours plus tard. L'acuité visuelle s'était améliorée. On avait l'impression, on ne savait pas trop si en autofluorescence les taches augmentaient ou diminuaient. Donc, on l'a surveillé. Donc c'était l'œil droit. Il y a une petite restitution, mais incomplète, de la zone ellipsoïde sur les deux yeux. Et par contre, 3 semaines plus tard, le patient revient avec une baisse d'acuité visuelle brutale, une atteinte atteignant le centre de la macula et une disparition très importante de l'ellipsoïde sur les deux yeux. Et en fait, on lui a fait du coup un bilan et on a retrouvé que c'était en fait une syphilis. Et on l'a traité avec de la pénicilline. Et on voit donc qu'il y a une diminution des taches, mais qui laisse quand même des traces, un aspect un peu granulaire ici, aux deux yeux. Avec une amélioration de l'acuité visuelle, une restitution de l'ellipsoïde. Qu'on voit très bien sur l'OCT en face également. C'est important la restitution de la restauration de l'ellipsoïde, hein, parce que c'est la valeur pronostique. En fin de compte, si l'ellipsoïde reste altéré, l'acuité visuelle centrale ne va pas remonter. Oui. Et si il réapparaît, il ne faut pas dire qu'il se reconstruit, parce que ça, on n'a pas de... On ne sait pas si réellement c'est... En tout cas, s'il réapparaît et qu'il a une adintégrome, c'est toujours corrélé avec l'acuité. Parce que si il n'est plus là en rétrofovéal et définitivement, on est sûr que le patient aura 24 centièmes à la fin. Donc c'est vraiment important de bien surveiller ça pour pouvoir aussi donner les informations aux patients. Et pas dire non plus à l'inverse, tout est perdu quand on a un gros œdème maculaire sur 3 couches où on ne voit pas l'ellipsoïde, ça ne veut rien dire. Il faut le traiter et voir ce qui va se passer. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous montrer des cas donc, de choroïdite ponctuée interne, compliquée de néovascularisation. Le cas d'une patiente de 22 ans avec une baisse d'acuité visuelle des métamorphopsies depuis 1 semaine. Elle avait quand même une cicatrice, vous pouvez voir, ancienne, qui était passée inaperçue ici. Et donc elle vient avec cette lésion, donc l'angiographie montre cette lésion hyperfluorescente avec la diffusion de cette lésion. On voit également sur l'ICG une tache hypocyanescente à bord flou. On lui fait le B-scan et on trouve donc une hyperréflectivité préépithéliale, des logettes, un décollant sérorétinien. Et l'OCTA nous montre bien le LACI avec tous les critères d'activité. Vous voyez là comme il est différent, cet aspect de néovaisseau par rapport au rétinien. Au néovaisseau rétinien de tout à l'heure. On va le voir un peu plus tard, mais vraiment on voit bien. Bon, déjà l'aspect de la forme bien définie, les néovaisseaux, les fines ramifications qui sont en périphérie, toutes interconnectées entre elles. Et aussi à l'intérieur. C'est probablement le néovaisseau qui évolue depuis un certain temps. Bah, pas tant que ça, parce qu'elle est venue rapide. Enfin, elle avait ça depuis 1 semaine.
Alors, c'était une par jeune. rapport aux néovaisseaux-choroïdiens, j'ai l'impression que les néovaisseaux, je ne sais pas, vous avez dit que les néovaisseaux inflammatoires, ils ont moins d'interconnexion entre les différentes ramifications. C'est-à-dire qu'on a la bordure périphérique, le bourgeon actif, le front actif périphérique, mais à l'intérieur, on a beaucoup moins de ramifications. Ici, là. Ouais. J'avais vu déjà ça dans certains néovaisseaux inflammatoires et je me demandais. J'en ai un parce autre. qu'on ne détectait pas tout de suite. Parce que c'était pas le premier signe ou c'est pas par là qu'on allait voir. On n'avait pas qui montrait donc peut-être un degré d'évolution. Ou alors, est-ce que les néovaisseaux inflammatoires sont un peu différents des néovaisseaux choroïdiens? Mais en tout cas, c'est... Et pour les visibles... oui, je parle de visibles, oui, voilà. visible, hein, oui. Mais toi, dans les visibles dans la DMLA... Dans la DMLA, si tu veux, ils sont très interconnectés entre eux avec des boucles d'élastomose au centre et en périphérie. Et on n'a pas... quand on a ces espaces hypo-intenses noirs, c'est des espaces de raréfaction, c'est déjà que le traitement agit ou que la lésion est ancienne, fibrosée et qu'elle récidive en périphérie. Donc, est-ce que les néovaisseaux inflammatoires sont différents des néovaisseaux choroïdiens? Ça se peut. Et différents des néovaisseaux rétiniens, ça se peut. Et tout ça, c'est des choses à penser, à regarder, à colliger ensemble, hein, parce que c'est complètement différent. Hein. Oui, je vais vous montrer. Et vous voyez bien où se fait la segmentation. Elle se fait bien en avant de l'épithélium pigmentaire, hein, pour ceux qui veulent de l'interprétation au CTA. Hein, très importante de fixer sa slab, l'épaisseur de sa slab et là où on veut pour savoir ce qu'on voit en OCT angiographié. Donc là, on est bien en avant de l'épithélium pigmentaire, en avant de la bouche, et on a des néovaisseaux. Le gris, c'est des néovaisseaux, c'est pas du gris exudatif. Donc un autre cas d'une patiente présentant une baisse d'acuité visuelle depuis 2 semaines, avec des métamorphopsies. L'œil droit était parfaitement asymptomatique, il n'y avait pas d'antécédent particulier, pas de signe inflammatoire à l'examen. Le fond d'œil droit était normal, l'œil gauche montrait une hémorragie avec des taches blanches périfovéolaires, pas de cicatrice pigmentée ancienne. Je vais vous montrer les photos. Donc à droite, il n'y avait rien de particulier sur le multicolore et la rétinographie. À gauche, on pouvait observer donc là une hémorragie et puis des taches blanches, 3 petites taches susfovéolaires. Donc le B-scan montrait donc une lésion hyperréflective préépithéliale avec un petit décollement cérébro-rétinien associé qui correspondait donc au néovaisseau que l'on voit ici. Là, ça te semble un peu plus... Ouais, c'est un peu le même... On est en avant, déjà la première étape, hein, on est bien en avant de l'épithélium pigmentaire, hein, donc on est déjà pour la localisation, on est préépithélial, et toujours pareil, regarde. Ouais, au centre, c'est... Ouais. On a un hypersignal, au centre il est raréfié, avec un hypersignal plutôt linéaire, il y a quelques boucles, et c'est en périphérie qu'il y a le front, avec ces interconnexions entre les ramifications et l'arcade. Et en réalité, on se rappelle, on nous disait que les néovaisseaux inflammatoires fibrosaient très vite, fallait traiter vite, et qu'avant, c'était le bloc. Mais c'est ça, c'est ce qu'on a dans la traduction qu'on a en OCT1A. Hein. Donc c'est peut-être ça, ces néovaisseaux qui sont déjà très vite fibrosés au centre, et qui sont toujours agressifs et qui s'étendent. C'est peut-être ça ce qu'on voit. Hein. Oui. Et d'ailleurs, donc voilà, donc je voulais montrer aussi les lésions de pic où on voit donc la surélévation, l'épithélium pigmentaire associé à, donc je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a un cône d'ombre hyperréflectif. Ça, c'est typique des lésions de pic. Hein. Et en autofluorescence, donc les lésions de pic apparaissent comme des taches hypo entourées d'un halo hyper autofluorescent. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Sur l'angiographie, donc classique, le masquage de l'hémorragie, la diffusion, l'imprégnation et la petite diffusion des lésions ici de pic. L'ICG nous montre également donc l'aspect hypocyanescent de ces lésions à bord flou, associés à des tout petits points
qu'on ne voyait pas sur ou quasi pas sur l'angiographie à la fluorescéine, et qui en fait, voilà, donc on les voit ici, ces petites lésions là, hypo, on ne les voyait pas du tout sur le fond d'œil ni sur l'angiographie à la fluorescéine. Et on les découvre, on les devinait un peu sur l'autofluorescence, mais on les découvre surtout avec l'ICG. Et en fait, en OCTA, passant par la chorocapillaire, on va retrouver ces petits points. Alors là, ça correspond aux 3 lésions de pic susfovéolaires. Là, c'est derrière le néovaisseau. Et puis, il y a aussi ces petits points qu'on voit très bien ici, qui correspondent parfaitement à ce qu'on... Vas-y. Oui. Donc des flavoïdes, on est d'accord. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu disais? Je disais que, en fait, sur l'ICG, voilà. Sur l'ICG, on voit ça là. Oui, d'accord. Ces petits points. Qu'on ne voyait pas sur la fluo. Je vais vous montrer. Voilà, on voit, après sur la fluo, c'est... qu'on devinait un petit peu sur l'autofluorescence, mais bon, c'était pas très franc. Mais quand on fait l'OCTA passant par la chorocapillaire, on les voit quand même. Voilà, on les voit. Oui. Hein? Ponctiforme. Ouais. Ponctiforme, d'accord. Et on voit Et on voit ça. Et ça, c'est les lésions de pic. Et qu'est-ce que tu penses de l'hypersignal qui est en rétrofovéal? C'est les choroïdiens, c'est quoi? Je ne sais pas si c'est pas un miroir du néovaisseau, parce qu'on est juste en dessous, une petite projection du néovaisseau qui se voit jusque-là. Qu'est-ce que tu en penses? Les images en OCTA. Attends. Non, il faut parler comme ça. Il faut le superposer, je sais pas. C'était superposé avec une... Oui, c'est vrai que là, on n'a pas le... J'ai du mal avec les téléphones. Non. Vas-y, essaye encore. Tu vas y arriver. Vas-y encore. Ouais, non, je pense que ça correspond. Hein. Ouais. C'est en rétro en tout cas. Ouais. Donc ça apporte des choses de faire l'OCTA dans... Pas comme ça dans le micro. Oui, c'est vraiment passionnant parce qu'on essaie de comprendre la physiopathe des atteintes à la fois inflammatoires et vasculaires, hein, bien sûr. Est-ce que tu penses que la fluo, on pourrait éventuellement moins la faire en faisant l'ICG et un OCTA? Micro. Je pense que Répète ma question. Pour l'instant, on n'est pas à un stade... Non, répète ma question pour les internautes. Oui, est-ce qu'on pourrait se passer à terme dans les maladies inflammatoires, de l'angiographie à la fluorescéine et en ICG? Je pense que pour l'instant, c'est encore trop tôt parce qu'on a encore trop de mal à interpréter les images d'angio-OCT et on est quand même bien obligé de les avoir pour avoir l'imprégnation du tissu qui va nous aider aussi quand même pour le diagnostic étiologique. Donc pour l'instant, c'est vraiment une pathologie où on a toujours vraiment besoin des angiographies. Merci. Donc l'OCTA nous montre le lacis et les taches aussi, c'est des taches qui correspondent aux taches hypocyanescentes sur l'ICG. Alors, est-ce que c'est une occlusion, une diminution du flux ou un masquage? Alors, pour les lésions de pic, ça peut correspondre à un masquage. Maintenant, pour les tout petits points que je vous ai montrés, il n'y a rien qui correspond sur l'OCLTB scan véritablement. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment un masquage. Et surtout pour l'œil droit, ces petites taches, on les devine un petit peu sur l'autofluorescence, sur le cliché en autofluorescence, ces petits points, mais très discrets. C'est l'œil complètement asymptomatique. On voit très bien ces tout petits points-là sur l'ICG au temps tardif. Et on les retrouve également... On les retrouve également sur l'OCT angio passant par la choriocapillaire. Est-ce que ça pourrait correspondre à des lésions de l'épithélium pigmentaire qu'on va très bien voir au temps tardif de l'ICG et qui vont faire, en fait,
Un blocage au niveau du signal de flux et qu'on verrait du coup en angiographie? En fait, l'œil droit, oui, ça c'est une très bonne question, mais l'œil droit, son B-scan est normal. Il n'y a aucun dépôt, il n'y a rien sur l'œil droit. Donc en fait, ça, on n'a rien, on voyait rien d'autre. L'OCTA, il va affiner un petit peu quand on a un œil avec un diagnostic, et sur l'autre œil, il va nous permettre de détecter des choses très tôt et de pouvoir avoir une meilleure surveillance et de peut-être pouvoir faire agir plus vite et de manière plus sûre. Là, pour le coup, effectivement. Des choses comme ça aussitôt en avance. Oui, parce que l'œil droit, le B-scan, le structurel, il est normal. La faute, il n'y a qu'en ICG tardif et sur l'OCTA, finalement, qu'on voit ces tout petits points. Et donc, cette atteinte qui, finalement, est bilatérale. D'accord. Donc on a fait un bilan inflammatoire et on l'a traité donc, par des IVT. Et donc voilà, on voit la diminution de l'hyperréflectivité, la fibrose. Et on voit également le suivi de ce néovaisseau après traitement, donc avec l'artériolisation ici. Et effectivement la disparition des boucles en périphérie. Là c'est très beau quand c'est des néovaisseaux inflammatoires. Ouais. Parce qu'on les voit. Ils répondent très bien. Disparaître. On n'a pas ça. Et donc l'œil droit, 3 mois plus tard, on a toujours ces petits points. Et l'angiographie à fluorescine et ovaire d'indocyanine, c'était inchangé. À gauche, en revanche, on voit bien que les taches sont devenues à bord beaucoup moins floues. Et puis le néovaisseau n'est plus actif. On voit également très bien sur le B-scan la régression des lésions de pic qui laisse place à de l'atrophie. Donc en conclusion, la PIC se complique très fréquemment de néovaisseaux. C'est une pathologie qui est bilatérale et il faut bien sûr une surveillance rapprochée et ne pas hésiter à mettre en place une corticothérapie ou une immunosuppression si on a une aggravation des lésions, parce qu'il peut y avoir des formes sévères. Je voulais vous montrer, vous parler un peu de l'AMN. Alors aujourd'hui, on arrive à comprendre plus de choses sur l'AMN. Les facteurs de risque sont essentiellement vasculaires finalement. On sait que ça survient probablement après une une hypertension artérielle induite par un pic fébrile ou après un traumatisme par libération de catécholamine ou après la prise de médicaments sympathomimétiques, en post-choc anaphylactique ou en cas de déshydratation, d'hypovolémie, de syndrome d'hyperviscodité, de thrombopénie, etc. Ça commence par un début brutal avec un ou plusieurs scotomes paracentraux, avec généralement une épargne centrale, unilatéralement bilatérale. L'acuité visuelle est relativement conservée puisque souvent le centre est épargné et les scotomes persistent avec le temps ou bien peuvent diminuer mais de façon partielle. Le diagnostic se fait sur 2 examens. L'infrarouge, on voit très bien les lésions, avec un aspect de une ou plusieurs lésions pétaloïdes qui se dirigent vers le centre de la macula, qui correspondent parfaitement au dessin des patients sur la grille d'Amsler. Et également l'OCT est très, très utile pour le diagnostic de cette pathologie. Bon, ça c'est un rappel sur la vascularisation. Donc, premier exemple, une patiente de 20 ans avec un syndrome grippal depuis 10 jours. Un microscotome de l'œil droit depuis 3 jours, une acuité visuelle conservée, pas de signe inflammatoire. Les rétinophotos sont normales. On voit donc très bien sur le cliché en infrarouge cet aspect pétaloïde, ici, avec un centre épargné. Le cliché en autofluorescente est normal. On voit un peu également cet aspect-là en lumière bleue, sur les clichés en lumière bleue, un peu moins prononcé que sur le cliché en infrarouge. L'angiographie à la fluorescéine est sans particularité. On voit l'angiographie ICG au temps précoce montre une bonne perfusion de la choriocapillaire. On commence à voir apparaître les lésions sur les temps plus moyens et tardifs. L'OCT en face nous montre bien donc, l'aspect, la disruption de la zone ellipsoïde correspondant parfaitement à la lésion sur l'ICG. Et toujours cet aspect pétaloïde. Deuxième exemple, où je vais montrer une chronologie d'évolution sur des images OCT d'une patiente de 32 ans qui a un petit scotome depuis 24 heures, un syndrome Ripal quelques jours auparavant.
Donc voilà, donc elle a dessiné son scrotum sur la grille d'Amsler, donc on voit que ça correspond parfaitement à ce qu'on voit sur l'infrarouge. Et là, on voit cette hyperréflectivité de la plexiforme externe, AJ1 donc. 2 jours plus tard, ça a évolué, ça a atteint la nucléaire externe et on retrouve une disruption de l'ellipsoïde et de la zone d'interdigitation. Et puis à 4 mois, on a quand même une disruption persistante, surtout de la zone d'interdigitation, mais aussi de la zone ellipsoïde. Un autre cas d'AMN, c'est ce qu'on appelle le whiplash syndrome. C'est après un accident de voiture, souvent le coup du lapin. On pense que c'est une libération de catécholamine qui va peut-être entraîner une vasoconstriction importante et provoquer ce syndrome. Donc là, on voit l'œil droit, à J2, on a cette hypereffectivité de la plexiforme qui atteint progressivement les couches plus externes. À 1 mois, une restitution partielle et à 1 an, une restitution quasi complète. Donc la lésion est paracentrale. L'œil gauche avait une atteinte un peu plus sévère. On voit ici, de part et d'autre de la fauve, l'évolution, la restitution partielle à 1 mois et puis pas complète, mais on voit une restitution partielle également à 1 an. Non, il persiste. Le scotum disparaît Non, il persiste. Dans tous les cas. Oui, mais avec une diminution. Même si l'ellipsoïde revient... elle revient jamais, elle n'est jamais complètement parfaite, l'ellipsoïde. Donc avec des nouvelles technologies viennent de nouvelles idées. C'est vrai qu'on disait que l'AMN c'était une maladie qui pouvait être inflammatoire, mais David Saraf nous a bien montré que c'était en fait, il y avait 2 types d'AMN, ce qu'on appelle la PAM ou l'AMN de type 1, avec une atteinte des couches plus internes de la rétine, la nucléaire interne et la plexiforme externe, et l'AMN de type 2 ou l'AMN classique, avec une atteinte plutôt de la plexiforme externe et de la nucléaire externe. Donc voilà, un type 1, donc la lésion initiale, elle est là, donc la plexiforme externe, qui va évoluer vers l'atrophie de la nucléaire, et un type 2 avec donc la lésion ici des plexus profonds, et ou peut-être aussi de la choriocapillaire, et avec une cicatrice, ça laisse de l'atrophie. Donc ça laisse des séquelles. Donc là, c'est un article qui est paru récemment, un case report dans l'American Journal, qui est paru en février de cette année. Donc c'était une AMN de type 2, une AMN classique, où on voyait donc que dans les plexus profonds, il y avait une altération. Donc on voit très bien sur justement ce que tu disais sur le scan, le flux sanguin superposé sur l'OCTB. On voit qu'il y a une disparition ici dans le plexus profond, qui ensuite se reconstitue. Mais avec quand même, on voit quand même une diminution du flux quand on regarde en face. Catherine, toi qui as beaucoup travaillé sur les PAM, qu'est-ce que tu en penses de l'OCTA? C'est quand même grâce à l'OCTA qu'on arrive à les diagnostiquer, alors qu'avant on pouvait un petit peu passer à côté, non? C'est sûr, mais je crois que ce qui était important, c'est l'intérêt du cliché en infrarouge. Ouais. Parce que souvent, on passe à côté et tout d'un coup, on regarde l'infrarouge, je dis mais attends, mais il y a quelque chose, et à ce moment-là, on reprend l'OCT. Mais c'est là qu'on voit. Voilà. Et bon, effectivement, c'est pareil. L'OCTA, il faut quand même le regarder de façon attentive. Je ne trouve pas que ça saute vraiment aux yeux, quoi. C'est tout à fait ça, à mon avis. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est une fois qu'on sait qu'on trouve quelque chose. C'est exactement ça, oui. Ouais. Mais c'est grâce à l'OCTA, parce qu'on ne regardait pas autant avant ces clichés-là. On regardait très peu les clichés infrarouges, jamais les clichés en face. Et depuis qu'on a l'OCTA et qu'on essaie d'étudier la sémiologie, on se rend compte toute la richesse de tous ces clichés qu'on avait. Je pense que c'est vrai que l'OCTA nous a permis de réfléchir un peu plus sur la physiologie justement de la vascularisation rétinienne, peut-être qu'on réfléchissait un peu moins avant, effectivement. On n'avait pas les outils. Ouais. Donc je voulais juste vous montrer un cas un peu atypique d'une patiente de 30 ans qui a fait un séjour à Bali, qui avait un épisode de fièvre et de diarrhée. Elle a été hospitalisée là-bas, thrombopénie, des anomalies urinaires, une éruption cutanée. Elle a eu là-bas un traitement avec de la cortisone et des bolus, une baisse d'acuité visuelle effondrée aux 2 yeux, à 1/10.
Ça donne pas envie, hein, pourtant. Moi, je suis bien chez moi. Ça m'a refroidi aussi. Et donc on voit ici donc, les rétinophotos donc avec cet aspect de taches un peu, de lésions un peu sombres de la macula que l'on voit très bien sur le cliché en multicolore. Et cet aspect qui ressemble un peu à la MN, mais beaucoup plus étendu sur les deux yeux. On voit également des petits points hyper et hypo-autofluorescents sur les clichés en autofluorescence. L'angiographie à la fluorescéine était sans particularité. L'angiographie au vert d'un ocyané montre également ces taches hypocyanescentes sur les temps tardifs sur les deux yeux. L'OCT BESCAN nous montre l'atteinte très importante de l'ellipsoïde sur les deux yeux de façon symétrique, et on a également on voit très bien cette atteinte sur l'OCT en face, toute cette zone sombre qui correspond à la zone qui a disparu en fait au niveau de l'ellipsoïde. On voit les petits points, des petits points dans la nucléaire externe hyper réflectifs des deux côtés, de façon symétrique également. Et à 2 mois, donc spontanément, cette patiente, elle a récupéré 10 dixièmes, et on voit l'aspect, bon, ça a laissé des traces, mais on voit quand même que l'aspect est moins sombre sur le multicolore. Je vous montre le suivi OCT. On voit la restitution à 2 mois quasi complète de la zone ellipsoïde. Également, sur le cliché en face, elle apparaît beaucoup plus hyper réflective. Une diminution également des petits points dans la nucléaire externe. Alors, c'était une dingue maculopathie. C'est une maladie rare l'atteinte maculaire en tout cas est assez rare, mais c'est un virus donc transmis par piqûre de moustique. L'atteinte bilatérale est fréquente et ça survient 5 à 7 jours après la fièvre. Donc les signes cliniques, il y a à la fois des anomalies vasculaires fréquentes, des hémorragies, des occlusions veineuses, et aussi des signes inflammatoires. Alors, on pensait à un mécanisme auto-immun, mais en fait, il y a aussi un mécanisme vasculaire. Alors peut-être, donc cette patiente, elle avait une thrombopénie, il y a peut-être aussi une hypovolémie, parce que ces patients qui ont une diarrhée très importante, est-ce que ce n'est pas ça qui, justement, provoque cet aspect d'AMN très sévère? Voilà, et donc la résolution, elle est spontanée ou après corticothérapie. Donc, je voulais juste vous montrer donc, un cas qui est paru dans un article en 2017 où on voit ici un microanévrisme dans le plexus profond qui va persister 6 mois après. Donc ça c'est dans l'œil gauche, et l'œil droit on voit également une atteinte du plexus profond, mais ça ne nous apporte pas, pas plus que ça. Donc en conclusion, bien sûr, dans les taches blanches, l'imagerie multimodale, c'est très important pour comprendre ces pathologies. Ça nous permet de localiser précisément le niveau de la maladie et l'étendue des lésions. L'OCTA, couplé à l'OCT en face, nous apporte des informations complémentaires sur la physiopathologie des taches blanches et nous permet une meilleure compréhension. Mais bien sûr, les limites de l'OCTA sont ces difficultés d'interprétation, et je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. On peut décrire des choses, mais il faut faire attention. C'est vrai qu'on dit beaucoup ischémie, mais on ne sait pas vraiment. Enfin, il faut dire plus perte de flux. Est-ce que c'est du masquage? Est-ce que c'est de l'absence de non-visibilité? Mais je pense que c'est ça l'erreur qu'on peut faire actuellement avec l'OCT angiographie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Catherine? Jean-François? Jean-François. Je suis ravi de la qualité des images. Est-ce que vous avez des images suffisantes qui vous permettent de quantifier les surfaces? Ça sera sans doute l'avenir, et d'adapter le traitement pour les phénomènes inflammatoires que vous avez, les pathologies inflammatoires, et d'adapter le traitement en fonction du volume ou de la surface des lésions, pour la toxo, pour syphilis, et donc d'avoir une corrélation dose dépendante avec la surface des lésions. J'aimerais bien, mais non, pour l'instant, on a du mal pour l'instant avec l'OCTA sur le spectralisme, on a du mal à quantifier vraiment le volume. On a des logiciels extérieurs qui nous permettent de le faire, mais bon, c'est pas encore ça. Et après, pour adapter le traitement, ça sera encore une étape supplémentaire. Ça sera l'avenir, ça.
Claire et Raphaël, donc, je voudrais vous demander au nom de l'association Agora, si vous voulez bien rédiger l'Agora Mag sur les taches blanches et l'OCTA, et l'OCT en face et l'infrarouge. Oui. C'est-à-dire nous montrer vraiment dans chaque cas ce qu'apporte chaque cliché, avec le descriptif de ce qu'on y voit et quelques références et tout. Et je crois que ça, de résumer tout ça, ça pourrait permettre à tout un chacun d'avoir une base sur laquelle se référer, parce qu'on a toujours le souvenir d'un OCT en face, le souvenir d'un OCTB, ce qu'on a appris en fluo-ICG, mais arriver à faire le lien à chaque fois. Comme là, vous avez déjà fait une grande partie du travail, on serait ravis de pouvoir concevoir cet Agoramac sur les taches blanches et d'en faire participer nos adhérents. Donc si vous pouvez. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.